Salut, alors aujourd'hui on va évoquer un sujet essentiellement qui est l'effet Miller, c'est-à-dire l'effet de ces capacités parasites dont pour l'heure nous n'avons pas tenu compte dans les épisodes précédents. Allez, à tout de suite. Alors avant de s'occuper des effets de ces deux capacités parasites dans le montage en cathode commune et d'une manière générale dans tous les montages de gain en tension, nous allons au préalable regarder au laboratoire comment est structuré un tube électronique, parce que en faisant une fausse manip, j'ai cassé une pentode, donc on pourra regarder comment c'est fait à l'intérieur. Ça n'est pas exactement une triode, mais qu'importe, les grands principes peuvent être compris. Voilà, ça c'est une tétrode à faisceau dirigé que j'ai cassée. Alors si on extrait cette première électrode qui est ici, voilà, ça, cette électrode là, c'est l'anode en fait. C'est-à-dire que c'est sur cette électrode que viennent taper les électrons. C'est-à-dire que si on la dessine, c'est l'anode ici du tube. Et c'est là que viennent se positionner les électrons. Alors parallèlement à ça, ici sur cette partie-là, si on vient observer ce tube là, ici ce que je prends avec la précelle ici, c'est la cathode du tube. Et là ce que l'on voit en blanc, en fait c'est le corps de chauffe, c'est-à-dire c'est la cathode. C'est donc cette partie ici qui est émissive des électrons. Ensuite, si l'on regarde bien ici, on a deux petits fils ici, deux petits fils qui rentrent à l'intérieur de ce tube. Alors ce tube est très très fin ici, si l'on regarde ce tube là, il est très très fin, et à l'intérieur de ce tube il y a le filament ici. Ça c'est le filament, et c'est pour ça qu'on a une tension, ce qu'on trouve dans les docs qui est VHK, c'est tension maximum heater cathode, en fait filament cathode, et on comprend pourquoi elle est limitée souvent à 100 volts. C'est à cause de la proximité ici dans ce tube là du filament près de la cathode. Et entre parenthèses, il y a déjà ici une capa parasite entre les deux, dont on n'a pas tenu compte. Alors la grille en fait, ce qu'on appelle la grille, c'est tout simplement le filament, enfin le petit fil de fer qui est ici, qui est enroulé et que l'on voit ici. Donc les électrons partent de la cathode ici, si on regarde ça correctement, partent de la cathode d'ici, voilà, comme ça, pour venir taper l'anode qui se trouve ici en traversant ce filament qui est là, ce petit fil qui est la grille. Donc la grille, en fait, c'est ce fil qui est comme ça. Au milieu se trouve la cathode et autour va se trouver l'anode. Alors ces deux plaques ici, vous les oubliez, parce que c'est des plaques qui servent dans les tétrodes à faisceau dirigé, c'est des plaques de déflexion. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on remonte maintenant ici l'anode, et que l'on regarde le tube vu de dessus, ben on voit qu'il y a des distances très proches entre la cathode ici et la grille, et aussi une distance très proche entre la grille et l'anode. C'est-à-dire en fait c'est les deux capas qui sont ici. Ce sont deux capas parasites par rapport au tube. Alors elles n'agissent évidemment qu'à partir d'une certaine fréquence, comme on le verra. C'est simplement lié au fait que ces électrodes ici, la grille et l'anode du tube qui est là, sont à des potentiels différents. Donc ici on a 0, là on a moins 1 volt par exemple, ici on a 0 volt, là on a plus quelque chose. Donc comme on a des potentiels différents, on a des charges en fait entre les deux, et de fait on a, on peut dire, un condensateur cylindrique entre les éléments. Et donc voilà pourquoi il y a des capacités parasites dans un tube. Alors maintenant qu'on a vu au laboratoire comment était structuré un tube, on a vu que par construction, le tube en lui-même présente des capacités parasites. Ces capacités parasites, comme leur nom l'indique, vont venir changer le comportement de l'étage. Jusqu'à présent, ce que nous avions vu, en fait, c'est que l'impédance d'entrée, on l'avait considéré comme étant simplement la résistance de grille, mais on peut facilement voir, rien que sur le schéma, que ces deux capas qui sont ici vont venir modifier
ce résultat que nous avions au préalable. Alors, c'est maintenant ce que l'on va voir. Alors, pour cela, on va tracer le schéma équivalent. Donc là, je viens de tracer le schéma équivalent. Alors, le schéma équivalent qui est ici, c'est bien la résistance de gris. La résistance de cathode qui est ici étant court-circuitée par un condensateur, elle n'est évidemment pas présente sur le schéma. La résistance d'anode se retrouve à la masse, puisqu'elle est ici court-circuitée par le condensateur d'alimentation. Et évidemment, le tube est symbolisé par un générateur de tension et une résistance interne, ce que nous voyons ici. Alors, maintenant, ces deux capacités, on va les reporter sur le schéma et regarder quelles sont leurs conséquences sur l'impédance d'entrée. Alors, quand on vient chercher l'impédance d'entrée d'un quadripôle, c'est exactement ce que l'on va faire ici. C'est-à-dire qu'ici, finalement, ça peut être amené à un quadripôle dans lequel on a une entrée et une sortie. Alors, une fois encore, pour la simplification des calculs, on va considérer que sur le circuit que nous avons en cathode commune et qui est là, il n'est pas raccordé à une charge. C'est pour ça qu'il est dessiné en pointillé, c'est-à-dire qu'il ne va pas tirer de courant vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, pour être clair, il n'est pas raccordé à un étage à la suite, enfin qui va suivre cet équipement. On va simplement maintenant reporter ces deux capacités ici. Alors, on a deux capas. On a une capacité que je vais dessiner ici, qui est une capacité gris, puisque ici on a la grille vers la cathode. Et on a une deuxième capacité à venir dessiner, et il ne faut pas se tromper à la façon dont on va la dessiner, c'est qu'on a une capacité qui vient ici, en fait, puisque ici c'est la note du tube. Donc il faut bien inclure la résistance interne qui est la capacité gris anode. Alors, pour pouvoir comprendre les effets de ces deux capacités sur l'entrée de l'étage, puisque c'est ce qu'on vient rechercher, finalement ça revient à regarder ce quadripôle vu d'ici, et à rechercher son impédance d'entrée. Alors, pour résoudre cet exercice d'électrocinétique, on a plusieurs façons de le faire. La meilleure des façons, c'est l'utilisation de la loi des nœuds en termes de potentiel. Alors, quand on vient chercher l'impédance d'entrée, comme je l'ai dit, d'un quadripôle, ça revient à chercher le rapport entre la tension d'entrée et le courant qui est consommé venant d'ici. Et ça nous donne forcément l'impédance d'entrée. En l'occurrence, on va avoir une impédance complexe, c'est pour ça qu'il est d'usage de mettre une barre en dessous, ce que je ne ferai pas forcément toujours dans les calculs. Mais d'un point de vue canonique, si j'ose dire, il faut mettre une barre. Alors, pour comprendre ce qui se passe, en fait, on va avoir des courants qui vont partir un peu dans tous les sens, et c'est pour ça qu'il est plus utile de faire usage de la loi des nœuds en termes de potentiel. Alors, la loi des nœuds en termes de potentiel, c'est simplement que l'on va exprimer les courants en fonction du potentiel qui sont aux bornes des impédances. Donc ici, ce courant rentrant, en fait, qui va rentrer dans l'ensemble de l'étage, va se décomposer sous la forme de trois courants. Un courant qui va descendre dans la résistance, un courant qui va descendre dans la capacité gris cathode, et un courant qui va partir dans la capacité gris anode. Alors on va déjà commencer par écrire les courants faciles à écrire. Déjà on va écrire que E divisé par l'impédance d'entrée est égal au courant entrant. Parce que ça c'est vrai, c'est-à-dire que E divisé par la Z-in que nous ne connaissons pas pour l'instant est égal au courant d'entrée. Le courant qui est sur la grille, c'est facile, c'est évidemment la tension d'entrée divisée par la résistance RG. Ça, j'ai le droit de l'écrire. Je peux écrire aussi que ce courant d'entrée, ici, on a un deuxième courant qui vient être drainé ici. On peut écrire que c'est E plus E divisé par CGK oméga, par JCGK oméga, 1 sur JCK, pardon, 1 sur JCGK oméga, ça c'est ce courant. Et il nous reste évidemment le courant qui va parcourir cette branche-là. Et ça n'est ni plus ni moins que la tension d'entrée moins la tension de sortie. Donc on a le droit d'écrire que c'est E moins S, la tension qui est là. La tension qui a ces bornes ici, c'est E moins S divisé par 1 sur J
CGA oméga. Le J étant la notation complexe en fait de l'impédance du condensateur, si on veut être rigoureux. Alors, ça c'est, on va transformer ça de manière plus claire, puisqu'on voit qu'on divise par des inverses. Donc je vais réécrire ça correctement maintenant. C'est-à-dire que c'est E que multiplie CGK, JCGK oméga, plus E moins S, facteur de JCGA oméga. Ça, c'est l'équation des courants. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on travaille avec la loi des nœuds en termes de potentiel, on voit que pas à un moment donné, on a écrit I, c'est-à-dire un seul courant, puisqu'on a exprimé les courants entre le ratio, entre la tension aux bornes de chaque impédance. Ce qui est quand même pratique, parce que par exemple, pour résoudre des cas de filtrage, dès qu'on a des courants qui partent dans tous les sens, c'est un outil extrêmement puissant. Mais ce qu'on a le droit d'écrire aussi, c'est que ce même quadripôle qui est ici, c'est en fait un amplificateur dans lequel il existe un lien entre l'entrée et la sortie, et forcément ce lien entre l'entrée et la sortie, c'est que S est égal à E que multiplie A. Et le A, on l'avait calculé quand on avait fait l'épisode précédent, l'amplification de l'étage, c'est moins mu par A sur ρ plus la résistance d'anode, c'est ce qu'on avait vu. Donc c'est ici, alors là dans le cas particulier des exemples qu'on avait vus, je crois qu'il fait une soixantaine il fait 60 environ. Facteur d'amplification 60, ça veut dire qu'en fait la sortie est 60 fois plus grande que l'entrée. Mais ce circuit a une particularité, c'est que entre l'entrée et la sortie, il y a un déphasage, donc en toute rigueur, ici c'est moins A. Pourquoi moins A? Parce qu'on vient de déphaser le signal. Typiquement, si on rentre ça à l'entrée du signal, on va obtenir quelque chose 60 fois plus grand, qui sera comme ça. Voilà. Et ça veut dire qu'on multiplie par 60. Alors pour l'instant, on considère ça comme étant linéaire, bien sûr. Hein. Enfin, du moins les équations linéaires. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, une fois qu'on a écrit ça, que S égale E que multiplie moins A, il est facile d'aller venir le remplacer dans cette partie de l'équation. Ce qui nous autorise à écrire que E moins S c'est égal à E moins E qui multiplie moins A. Ce qui veut dire que le E moins S ici, puisqu'on a deux fois moins, c'est E que multiplie plus E A, ce qui veut dire que c'est égal à E facteur de 1 plus A. Ce qu'on va venir remplacer dans cette équation qui est ici. On va le mettre tout de suite ici. E facteur de 1 plus A. Alors déjà, sans même aller plus loin dans la recherche de l'impédance, et on va tout de suite comprendre le problème, c'est qu'on vient de voir que on vient directement de multiplier la valeur de cette capacité ici par la valeur du gain plus 1. Ce qui veut dire que quand on est sur des triodes à fort gain, typiquement ce qui est le cas d'une 12AX7, et qui fait 60, on a simplement multiplié la valeur de cette capacité par la valeur du facteur d'amplification de l'étage. C'est un peu les mêmes genres de phénomènes qu'on avait sur la résistance de cathode non découplée. Alors maintenant, si on veut résoudre ça de manière plus simple, on va dire, on va mettre E en facteur. Alors c'est facile puisqu'on a E partout ici dans l'équation, donc on peut l'enlever ici. Et on peut dire que 1 sur Zin, l'inverse de l'impédance, c'est égal à 1 sur RG plus JCGK oméga plus 1 sur A, 1 plus A, pardon, JCGA oméga. Ça, c'est l'inverse de l'impédance. Donc, de fait, l'impédance d'entrée, ça n'est que l'inverse de 1 sur RG plus JCGK, c'est-à-dire la capacité cathode, plus 1 plus A, facteur de JCGA oméga.
Et voilà, on a sorti l'impédance en 2 minutes, ou un peu plus, on va dire, d'entrée de cet étage. Voilà. Alors je remets la formule là-haut. Mais, sortons quelques conclusions. Ce que l'on va voir, si maintenant on essaye de refaire un truc, ben finalement cette impédance qui était ici, si on regarde cette impédance d'entrée, ça n'est jamais égal que ça, l'impédance d'entrée là, elle n'est jamais égale qu'à l'inverse de 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 plus 1 sur Z3. Ce qu'on a ici. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 3 impédances en parallèle. Ici, on a 3 impédances en parallèle. Alors, il y en a 2 qu'on peut facilement identifier. C'est 1 sur RG, eh ben, c'est ni point ni moins que la résistance de gris. 1 sur CGK, c'est ce condensateur-là. Par contre, le 1 plus A facteur de JCGA ou oméga, c'est cette capacité-là. Donc, en toute rigueur, cette capacité, on peut la retirer d'ici. Voilà. Que je fais immédiatement, et elle vient ni plus ni moins en parallèle ici, et là c'est CGA que multiplie 1 plus le facteur d'amplification. Voilà le phénomène qui se passe, c'est-à-dire que ces capacités parasites que l'on a ici, en réalité, elle se comporte comme une capacité parasite, effectivement, qui vient bien entre la grille et la cathode. Et cette capacité, vue depuis l'entrée, se retrouve en parallèle entre la grille et la cathode, multipliée du facteur d'amplification de l'étage, ici. Donc, l'impédance d'entrée que l'on avait écrit, si maintenant on veut écrire correctement l'impédance d'entrée, voilà quelle est l'impédance. Alors ça a une conséquence. Cette nouvelle équation, ici, c'est qu'on va shunter en haute fréquence l'entrée, puisqu'elles vont se comporter, ces capacités, comme des shunts en haute fréquence, vue de l'entrée. Et on va regarder la conséquence de ça sur la bande passante. Alors, il y en a 2 déjà, des conséquences. La première, c'est qu'on est passé d'une impédance à réelle à une impédance complexe. On ne va pas aller plus loin pour l'instant, mais ça, c'est une impédance complexe. Mais, pour l'heure, on n'a pas tenu compte du condensateur de liaison qui est ici. Donc, en réalité, en toute rigueur, si on voulait faire l'impédance d'entrée, il faudrait qu'on tienne compte de ce condensateur, ce que nous allons introduire dès maintenant. Alors, ce circuit que nous venons d'étudier s'inscrit bien évidemment dans un ensemble qui généralement va être un ampli de puissance, par exemple. Et c'est un amplificateur en tension qui sera donc précédé par un générateur et suivi par un autre étage qui peut être un étage de puissance, un inverseur de phase, comme on le verra par la suite, ou tout autre étage. Alors la conséquence de la capacité de Miller, on va la comprendre à la lumière de l'introduction d'un générateur sur cet ampli, puisque finalement on a un quadripôle, on va dire, comme cela. Voilà. Qui a une certaine amplification avec une sortie et une entrée. Néanmoins, ça, si on regarde le détail, on vient le raccorder quelque part ici à un générateur, lequel générateur est un générateur alternatif qui présente une résistance interne. Une résistance interne, laquelle est raccordée ici à cet ampli. Et derrière, on va ressortir sur une charge. Alors, les effets de la charge sur l'ampli vont avoir un effet sur la distorsion, sur l'augmentation de la distorsion, ce que l'on verra dans la prochaine vidéo. Mais néanmoins, aujourd'hui, on va regarder quelle est la conséquence de connecter un générateur. Alors, générateur, ça peut être, dans le cas d'un ampli BF, une platine CD, l'étage de sortie, enfin l'étage de détection d'un récepteur, ou quoi, ou qu'est-ce. Il n'en est pas moins vrai qu'il présente toujours une résistance interne. Or, si l'on dessine ça sur le schéma ici, comme cela,
On n'a pas tenu compte du condensateur de liaison, mais ce qu'on va venir raccorder ici, c'est ni plus ni moins. Alors je vais essayer de prendre voilà, ça par exemple. C'est ni plus ni moins qu'un générateur de tension alternatif, comme cela, avec une résistance interne. Alors pour l'instant, on va considérer cette résistance interne comme étant une résistance et non pas une impédance complexe. Bon, ça peut aussi être une impédance complexe, mais ça va compliquer les calculs. En plus, il faudrait définir la nature de l'impédance complexe du dit générateur. Donc pour l'instant, on va considérer ça comme étant une résistance. Tout générateur présente une résistance interne, ce que l'on avait vu. De la même manière qu'ici, on a une résistance de sortie, enfin une impédance de sortie qui est Z out, c'est en fait l'équivalent de ça. Alors ça va avoir une conséquence parce qu'on voit bien tout de suite que l'on a constitué un filtre composé de la résistance interne du générateur, du condensateur de liaison, de la résistance de grille et de l'ensemble des deux capacités. Donc on peut dessiner en fait ce circuit ici, ce que l'on va faire tout de suite. Alors si on essaye de dessiner ce circuit, on va avoir ni plus ni moins que la résistance interne du générateur, ce que je vais appeler R1, un condensateur de liaison que l'on va appeler C2, une résistance de grille que je vais appeler RG, non, je vais appeler R2, pardon, voilà, et un condensateur qui est en fait la capacité de Miller, ici. Alors pour la simplicité des calculs, on va l'appeler C2, et voilà le filtre que l'on a. Alors ce filtre-là, évidemment, sachant qu'ici, ça vient quelque part, donc vers la triode, ici, avec la résistance de cathode, etc., etc. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est pas ce circuit-là, mais c'est la réponse. Mais c'est la réponse en fréquence de ce circuit-là. Alors quand on est confronté à un filtre comme ça, on voit bien qu'il y a un courant qui rentre et qui se divise en deux courants. Ce qui rend délicat, comme je l'ai dit, l'utilisation par exemple de la loi des mailles, la loi des nœuds facilement. Il est plus aisé d'exprimer les courants comme on l'a fait sur la capacité de Miller par la loi des nœuds en termes de potentiel. On a un certain nombre de choses que l'on connaît ici. C'est-à-dire, on a une tension d'entrée, une tension de sortie, on recherche le rapport de la sortie sur l'entrée. Alors, déjà ce filtre, il a un certain nombre de particularités, on va dire, qui le rendent d'une certaine manière contre-intuitif. À savoir que naturellement, quand on regarde ce filtre-là, on aurait tendance à penser que l'interaction est forte entre la résistance R1 et le condensateur de liaison, c'est-à-dire la résistance interne du générateur et le condensateur de liaison, et que la capacité de Miller vient est directement liée avec la résistance de grille. Alors, on va constater que, à la lumière des quelques calculs que nous allons faire, il n'en est rien. Alors, pour exprimer les courants ici, il y a une tension que l'on ne connaît pas, c'est cette tension ici. Je vais dessiner là. Et cette tension, c'est facile de la déterminer, c'est ni plus ni moins que E moins S, parce que ça on a le droit de l'écrire. Alors pour exprimer ce courant entrant étant la somme des deux courants qui se séparent dans la résistance et dans le condensateur, on va donc pouvoir écrire l'équation des courants. Alors on va écrire que E moins S divisé par R1 plus 1 sur J C1 oméga, c'est ce courant-là, puisque c'est bien cette tension divisée par cette impédance. Mais c'est aussi égal aux deux courants qui sont ici. Or, pour trouver ces deux courants, c'est facile. Il suffit de prendre la sortie, c'est S, sur R, plus S divisé par 1 sur J C2 oméga. Donc on a bien écrit les équations des trois courants. Donc on voit facilement qu'on va pouvoir ressortir de ça le rapport S sur E, parce que toutes les variables sont exprimées. Savoir que la loi des nœuds en termes de potentiel, c'est un truc qui marche à tous les coups. Alors, ça,
ici, on va le simplifier, parce que on va ressortir S. Donc, on va écrire ici que ça, c'est égal à S facteur de 1 sur R, 2, plus, puisqu'on divisait par l'inverse, J, C2 oméga. C'est donc déjà plus facile. Bon, maintenant, on va multiplier tout ça. On va donc écrire que E moins S est égal à S facteur de 1 sur R2 plus J C2 oméga facteur de, alors on va mettre une parenthèse là, R1 plus 1 sur J C1 oméga. Et là, on a presque sorti la fonction de transfert. On va simplement mettre tout ça en facteur. C'est-à-dire que ça fait R1 divisé par R2. Je vais essayer de faire ça, tiens, avec deux couleurs. Voilà. Ça, c'est R1 par R2. On va regrouper d'un côté toutes les parties réelles, de l'autre côté toutes les parties imaginaires. Après, on peut dire que ça, c'est plus C2 sur C1. Ensuite, on va multiplier ça par ça, c'est-à-dire que ça fait plus J R1 C2 oméga plus 1 sur J R2 C1 oméga que multiplie S égale E moins S. Bon. Donc je vais effacer ça et je vais réécrire en haut la fonction de transfert. Alors la fonction de transfert, on va la trouver tout de suite parce que on voit bien qu'ici, en faisant des simplifications, je vais vous les épargner pour l'instant, mais bon, elles sont quand même assez élémentaires. On se rend compte que ça, finalement, c'est égal E sur S, non pardon, S sur E, excusez-moi, S sur E, S sur E. Donc voilà quelle est la formule. Alors je vous l'incrusterai après correctement. Néanmoins, déjà en regardant cette équation, bon, si on voulait calculer le module, évidemment, il faudrait additionner en quadrature la partie réelle, la partie imaginaire, mais c'est pas le sujet, on va pas rentrer là-dedans, on va confier ça au simulateur. Comme je l'ai souvent dit, je ne suis pas un inconditionnel des simulateurs, mais quand on comprend ce qu'on fait, le simulateur rend des services. Bon, évidemment, pour l'exercice de style, on pourrait tracer le module et l'argument à la main en mettant des valeurs, mais déjà, rien qu'en regardant ça, on peut tirer des conclusions. Alors, première conclusion, contrairement à l'apparence que pourrait donner ce filtre, alors ce filtre, évidemment, c'est un filtre qui, entre autres choses, quand toutes les valeurs des résistances et des condensateurs sont égales, est un filtre dit à Pontevin, qui est un filtre utilisé dans des oscillateurs sinusoïdaux. Et entre parenthèses, j'ai vu qu'il faisait ce filtre-là, avait été posé au concours de l'école des mines, avec des cols pas possibles pour extraire et faire des démonstrations. Mais qu'importe, pour dire que le filtrage, même aussi simple en analogique, assez vite, on est dans des formules assez lourdes. Cela dit, rien qu'à la lumière de cette équation ici, on peut tirer deux conclusions. Premièrement, ici, on voit qu'il y a deux fréquences de coupure. Ces deux fréquences de coupure, elles sont ici. Je pourrais même écrire ça. Il y a une erreur. Je vois qu'il y a une erreur, tu vois, quand j'y reproduis. Voilà. Il y a deux fréquences de coupure ici. La première fréquence de coupure, elle est constituée par la résistance R1 avec le condensateur C2. Et ça, on voit bien à la lumière de l'équation qui est ici. On va regarder, on va essayer de faire un truc comme ça. Et bien que ça, c'est de la fréquence haute, en fait. Ça, c'est F2, c'est la fréquence haute. Et que ici, R2
avec C1, c'est une deuxième fréquence de coupure, c'est F1. Et c'est ici en bas. Alors pourquoi en bas? Parce que ça se déduit facilement. En fait, à la lecture d'ici, on comprend bien que ça, plus la fréquence va être élevée, plus ce terme va être élevé, donc il est forcément ici. Et ce terme-là, R2 par C1, plus la fréquence va être élevée, plus il va être faible, donc c'est forcément une fréquence au bas. Donc en fait, les deux fréquences de coupure, elles sont ici, F1, F2. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'on a échappé à une analyse contre-intuitive de ce circuit, mais surtout le fait d'introduire un générateur ici, couplé avec la capacité de Miller, ça a pour effet de nous faire un circuit passe-bande. C'est-à-dire que ce que l'on va retrouver sur notre schéma d'origine, ici, ben, on voit bien que ça et ça, tout cet ensemble qui est là, en fait, nous donne ce filtre-là. Alors, ce que maintenant je vais vous proposer, quant à la phase, évidemment, bon, mais la phase, on va se rendre compte que la phase, c'est quelque chose qui fait ça. Bon. On ne va pas tracer la phase. Évidemment, on pourrait ressortir ici, puisqu'ici on a les deux fréquences, sortir la phase à la main et tracer le filtre à la main, ce que font d'ailleurs, c'est ce qu'on donne aux exercices dans les écoles d'ingé. Mais on ne va pas faire ça, on va utiliser le simulateur LTSpice, et à partir de là, on va pouvoir déterminer les fréquences de coupure et regarder quel est le comportement et quelle est la conséquence. Voici le filtre tel qu'il est reconstitué ici sur LTSpice. Ici on a la grille, etc. de la cathode. Alors comment j'ai réussi à calculer 1000 picofarad? Tout simplement, il faut revenir à la doc de l'ECC83. Or, le CC83, la capacité grille anode, elle est de 1,7 picofarad. Et la capacité grille cathode, elle est de 1,6 picofarad. Alors ça, c'est facile à calculer ça. On va le faire tout de suite. On fait 1,7 picofarad. Et il faut connaître, bien sûr, là, le gain de l'étage. La dernière fois, on avait regardé le gain de l'étage avec une résistance de 100 kg, il est de 56,53. On fait 17 picofarad que multiplie 56,51. Bon, ça nous fait quelque chose comme 960 picofarad, auquel viennent s'ajouter les 17 picofarad de la capacité cathode gris. Bon, ça nous fait 977 picofarad. En conséquence de quoi, je considère que je vais pouvoir reporter sur LTSpice ici quelque chose comme 1000 picofarad. Donc nous voilà sur LTSpice. Alors, plusieurs choses à dire. Ici, j'ai fait trois simulations. Une simulation à 1 kHz, à 1 kΩ, pardon, une simulation à 10 kΩ et une simulation à 62 kΩ. Ça correspond à des impédances de sortie plus ou moins réalistes, on va dire, réalistes par rapport à des étages à tubes. Alors, si maintenant on vient regarder le filtre ici, on constate qu'il y a trois courbes, donc une courbe à 1 kg pour l'impédance de sortie du générateur, une courbe à 10 kg et une courbe ici à 62 kg. Alors si l'on regarde les bandes qui sont généralement normalisées à 3 dB et que je descends d'ici donc de 1,5, il faut descendre à 4 dB, 4 et quelques dB, on voit que la fréquence de coupure en fait avec 62 kg, elle est plutôt proche de 3 kg, ce qui veut dire que c'est absolument inutilisable en audio, c'est-à-dire que là on n'a plus du tout d'aigu. On va passer de la voix mais on n'a plus d'aigu. Avec 10 kg, on monte avec un retrait de l'ordre de 3 dB. Ici, voilà, c'est ça, à peu près, on monte à 19 kg, avec 10 kg. En revanche, si on a un générateur qui a une impédance de sortie de 1 kg, on voit que la fréquence de coupure haute, à 3 dB, elle est plutôt de, on va essayer de se mettre là, voilà, la chouillette, elle est plutôt de 186 à, on va dire, 200 kHz. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que la capacité de Miller affecte la fréquence haute du filtre et, par voie de conséquence, les phases que vous voyez tourner ici, mais absolument pas, là, ce qui est logique parce que ça descend des calculs qu'on vient de faire, absolument pas la fréquence de coupure basse, puisqu'on voit que quelle que soit
la capacité de Miller, on est à peu près à la même fréquence. D'ailleurs, si on zoome, ça c'est une des merveilles du simulateur. On voit que bon, ben, les courbes, finalement, alors attends, je vais essayer de me remettre comme ça. On voit que les courbes ici sont à peu près identiques. En fait. On a vraiment, ça c'est pas significatif. Hein. Par contre, si on va dans les bandes hautes, là c'est très significatif. On voit vraiment les courbes s'écarter. Tout ça pour dire que la première chose que l'on doit faire dans un circuit comme ça, c'est déjà de commencer par avoir un générateur ou un étage qui précède avec l'impédance la plus faible possible. D'ailleurs, si maintenant je venais mettre ici, par exemple, un générateur, je ferais par exemple ici, on va dire 100, disons 100 ohms par exemple, je relance massif. À 3 dB, c'est 1 mégabit. Alors après, il ne faut pas non plus trop élargir les bandes passantes parce qu'on a des risques d'oscillation dans l'étude. Mais tout ça pour dire que ce qui influence ce filtre-là, ici, cette capacité et cette résistance, en fait, constituent le filtre passe-bas. D'ailleurs, ça se voit hein, sur le filtre passe-haut, pardon. Ça se voit, c'est un filtre passe-haut. Et ici, on voit bien qu'on a constitué un filtre, en fait, passe-bas. Bon, bon, voilà ce qu'on peut dire. Alors, on a fini. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Alors, on peut dire évidemment que cet étage, on a vu, présente un certain nombre de particularités. D'abord, il inverse, c'est-à-dire qu'il a un déphasage entre l'entrée et la sortie. Deuxième chose, il est sensible à l'effet Miller, c'est-à-dire que comme un certain nombre d'étages en tension, cette capacité qui est ici vient se reporter entre la grille et la cathode, ce qui a pour effet de réduire sa bande passante, enfin du moins de réduire la fréquence de coupure haute de cet étage, que le fait qu'il soit lié par un condensateur de liaison, tous ces amplis à liaison RC, a pour effet aussi d'affecter la bande passante, mais parfois, cette fois, du côté de la fréquence de coupure basse. Et enfin, quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour s'affranchir de ces défauts? Alors, la première des choses, évidemment, c'est de diminuer le gain, puisque si on diminue le gain de l'étage, forcément, on diminue la valeur de cette capacité ici, et donc, on améliore la coupure haute de l'étage. Ou la deuxième solution, c'est d'utiliser un générateur, enfin d'avoir un générateur dont l'impédance de sortie est la plus faible possible. Alors on verra qu'il existe aussi des stratégies pour permettre à cet étage qui est ici d'avoir une impédance de sortie faible. La prochaine fois, on étudiera les effets de la charge, et les effets de la charge, ils auront aussi d'ailleurs des effets sur la bande passante, mais on n'y reviendra pas parce qu'on les a vus ici, mais surtout, ils vont avoir un effet sur la distorsion de l'étage. Et ça, on va voir pourquoi le fait de charger cet étage apporte de la distorsion. Alors évidemment, on peut s'interroger raisonnablement de savoir pourquoi, par exemple, quand j'ai sorti ces courbes, j'ai été jusqu'à 1 MHz, alors que principalement, aujourd'hui, on est en train de parler d'audio, et ça a à peu près zéro intérêt, ou un intérêt à peu près nul, d'avoir un tel étage qui monte au-delà de 20 kHz. Alors ça, c'est vrai. C'est-à-dire que si cet étage, ici, directement, est raccordé, moyennant une sortie à basse impédance, par exemple, sur un câble, dans le cadre d'un étage de préamplification, aller au-delà d'un 20 kHz, c'est à peu près sans intérêt d'aller au-delà. En revanche, on va voir que quand l'on cascade des étages, et c'est ce que l'on va faire quand on construit un ampli, c'est-à-dire qu'on cascade un étage de préamplification, un étage de puissance, parfois des déphaseurs, on va se rendre compte que tous ces circuits qui viennent en série les uns des autres ont deux effets. Le premier, c'est qu'à chacun va affecter la bande passante, mais surtout, les phases, c'est ce que l'on voyait d'ailleurs sur AltSpice et que j'ai représenté ici comme ça, les phases vont se mettre à tourner. Le problème, c'est qu'il ne faut absolument pas que ces phases ne soient pas constantes dans la bande considérée. Déjà et d'une. Pas tant pour la distorsion de phase, mais on verra que quand on appliquera, et on va le faire assez vite dans le prochain épisode, enfin juste après celui-là, quand on va appliquer de la contre-réaction globale
sur les amplificateurs. Si les phases se mettent à tourner de manière considérable, on va avoir des systèmes instables. C'est-à-dire qu'en conséquence de quoi, la capacité de Miller a deux effets pervers. Évidemment, elle limite la bande passante du signal en haute fréquence, mais aussi, elle a un effet, c'est qu'elle fait tourner, et c'est normal, les phases à l'intérieur du circuit. Voilà, on a fini. Donc on se retrouve assez vite pour le sujet de la distorsion. Ça sera très rapide, là on n'aura pas de maths, parce que je ne vais pas le traiter avec des maths, sans quoi, si on veut traiter le sujet des effets de la charge sur un tube, il faut là vraiment qu'on fasse, il faudrait vraiment faire des maths. J'exclus pas d'ailleurs de mettre, d'une part, la démonstration que j'ai fait aujourd'hui sur le site web, et quand on parlera de la distorsion, je mettrai peut-être les développements mathématiques directement sur le site, de telle manière à ce qu'on puisse les regarder à tête reposée, parce que finalement, des fois, il faut aussi reprendre à plusieurs fois pour maîtriser. L'objectif que j'ai sur ce canal, en fait, c'est de transmettre la théorie appliquée précisément au montage à tube. Alors pourquoi on fait un peu de maths comme ça? Parce que quand vous serez confronté à construire, ou à souhaiter construire, surtout en conception, pas moins en dépannage, puisqu'en dépannage, normalement, la conception a déjà été faite. Mais si vous construisez des amplis, vous verrez un certain nombre de choses, en particulier sur certains forums, avec des principes qui défient les lois élémentaires de l'électronique. Et comme je le rappelle, l'électronique est une science, c'est de la physique appliquée, et il n'existe pas de principe émergent, par exemple, dans l'électronique. C'est-à-dire que ce que vous avez là, moyennant les tolérances des composants, vous allez le retrouver au labo avec votre scope. Si vous ne le trouvez pas, c'est que vous êtes soit planté dans les calculs, soit vous n'avez pas tenu compte d'éléments parasites. Or, des fois, dans les forums, je vois passer des trucs du style augmenter les capacités de liaison de manière considérable pour améliorer la réponse en basse des étages. Bon, ça, très bien. On verra que quand on a une fréquence de coupure ici qui est donnée à 10 Hz ou à 5 Hz, quel que soit le condensateur que vous mettiez, ça va strictement rien changer. Mais par contre, ça va changer un truc, c'est notamment dans ces messages-là, vous allez faire de la distorsion de blocage. Voilà, parce que l'électronique, c'est une science dure. Alors même si aujourd'hui on applique les connaissances d'électronique à une technologie qui est, on va dire, à bien des égards ancienne, pour ne pas dire obsolescente, les principes que je vous transmets ici sont strictement applicables à des semi-conducteurs. Pour imaginer ici qu'on a un transistor à effet de champ, on ferait des démonstrations de la même manière, effectivement en tenant compte des particularités des systèmes à l'état solide. Pareil, si vous avez un ampli hop, par exemple, vous auriez des amplis hop, vous feriez exactement les mêmes équations. C'est-à-dire que, rappelez-vous toujours que l'électronique est une science de physique appliquée. Alors après, évidemment, je vous donnerai un tableau pour calculer toutes ces valeurs-là, puisque vous imaginez bien que quand je calcule la fréquence de coupure de cet étage, je ne m'envoie pas la loi des nœuds en termes de potentiel dans l'enceinte de l'étage. Ça, c'est pour simplement comprendre les phénomènes qui se déroulent à l'intérieur de l'étage. Voilà, on a fini, donc on se retrouve la fois prochaine pour simplement parler des effets de la charge, pas de maths, fastoche, et on travaillera simplement sur les autres caractéristiques. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on fera une très courte vidéo sur le cathode follower, parce qu'en réalité les vidéos précédentes ont parfaitement décrit, forcément sans le savoir, ce qu'est un cathode follower. On a parlé de la résistance non découplée. Après, on construira un ampli classe A avec 2 tubes, voire avec 3 tubes, peut-être. Et on verra qu'il existe des bonnes façons de construire l'étage en cathode commune, et il existe des mauvaises façons de le concevoir. Voilà, on a fini. Allez, salut et à bientôt sur les ondes.